Alors, maintenant, je commence un peu un compte rendu de mes derniers voyages et des enseignements que j'en ai tirés. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais je voudrais ajouter que les voyages forment par définition l'humanité. Aucune humanité n'existe qui n'apprenne du détour par l'autre, du passage par l'autre. Et le voyage, qu'est-ce que c'est? C'est un détour par l'autre. C'est un décentrement, c'est le fait de changer de point de vue sur soi-même. C'est le fait de se voir à travers le point de vue d'un autre. C'est le fait d'essayer de comprendre comment les autres comprennent. Le voyage n'est pas simplement un déplacement physique d'un point à un autre. C'est un changement de perspective mentale, de perspective psychologique, de perspective intellectuelle et idéologique. En fait, tout voyage suppose toujours une transformation intérieure. Voilà pourquoi je considère les voyages non pas simplement comme des déplacements dans l'espace, mais comme des transformations intérieures, comme des déplacements dans l'esprit. Et voici ce que j'observe. J'ai été, ces 3 derniers mois, par 2 fois en Fédération de Russie. J'ai été par 2 fois en Fédération de Russie. Je dirais même exactement par 3 fois. J'ai été d'abord invité à l'université minière de Saint-Pétersbourg, où j'ai participé à une réflexion sur l'usage des matières premières. J'ai été invité à l'anniversaire de la chaîne de télévision publique Russia Today. Et j'ai été invité à délivrer une conférence dans le cadre de la journée internationale scientifique de l'université d'État de Saint-Pétersbourg, cette journée qui portait sur le changement social. Qu'est-ce que je retiens de ces 3 voyages récents en Russie? J'ai été frappé par le fait que l'intelligentsia, entendez par là les universitaires, les penseurs de la Fédération de Russie, sont profondément à l'écoute de l'Afrique. J'ai été frappé par l'intérêt qu'ils ont pour ce que pensent les Africains. Notamment ce que pensent les Africains qui défendent les intérêts souverains de l'Afrique. Il y a en Fédération de Russie une volonté de comprendre ce que les Africains veulent que l'Afrique soit, et surtout ce que les Africains veulent aussi que le monde soit. Donc il y a une oreille ouverte de la Fédération de Russie envers la contribution de l'Afrique à la construction du monde multipolaire. Que ce soit les 2 fois où j'ai été à Saint-Pétersbourg ces derniers temps, ou la fois où j'ai été à Moscou, j'ai été frappé par le nombre d'intellectuels, de dirigeants russes qui veulent savoir exactement la diversité des pensées qu'il y a en Afrique, la diversité des penseurs qu'il y a en Afrique, qui veulent être au courant des conflits intellectuels qu'il y a en Afrique, et notamment qui veulent savoir où en est la pensée souverainiste africaine, la pensée traditionnaliste africaine. Alors, on peut se demander pourquoi s'intéresse-t-il à cette pensée africaine à ce point-là. Premièrement, on pourrait dire, mais c'est dans leur intérêt de savoir ce que les Africains pensent, puisque la Russie coopère avec plusieurs États africains pour en tirer des intérêts économiques, pour en tirer des intérêts géopolitiques, géostratégiques et diplomatiques, c'est évident. En partant de la maxime qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, on peut dire qu'il est de l'intérêt de la Fédération de Russie de savoir ce que les Africains pensent. Parce qu'en sachant ce que les Africains pensent, elle peut mieux agir avec les Africains. Et elle peut mieux défendre ses intérêts en Afrique. Mais moi, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que cette nécessité de l'intérêt, cette nécessité, on va dire, de la politique réelle, cette nécessité de la réelle politique qui guide l'intérêt des hommes d'État et des penseurs de la Russie pour la pensée africaine, pour la pensée idéologique, politique, philosophique africaine. J'ai découvert que les penseurs de la Fédération de Russie, je cite notamment ici l'un des plus influents, si ce n'est le plus influent de tous aujourd'hui, le professeur Alexandre Douguin, sont convaincus qu'il y a un point de ressemblance. Il y a un point profond de ressemblance entre les civilisations négro-africaines et la civilisation russe. Alors, j'ai noté qu'ils sont d'accord pour penser que nos civilisations se ressemblent sur 3 points. Le premier point, c'est que ce sont des civilisations qui sont
marquée par une très forte solidarité. Une solidarité interne qui est très puissante. On sait que la plupart des Africains qui vivent aujourd'hui ne seraient pas là s'ils n'avaient pas bénéficié de la solidarité des uns et des autres. Si vous écoutez n'importe quel Africain de toutes les générations qui a réussi dans un domaine quelconque, cette personne, quand elle vous racontera son histoire, sera obligée de vous raconter l'histoire de gens qui, incroyablement, et même pas nécessairement de sa seule famille, l'ont aidé. L'ont aidé au nom simplement du principe de générosité et de solidarité qui est au cœur de la civilisation africaine. Mes chers amis, vous êtes près de, mettons, 5000 personnes en direct, au moins sur cette conférence, sur la plateforme Facebook et YouTube. Et si vous êtes africain, chacun d'entre vous africaine, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous peut raconter une bonne partie de sa vie, essentiellement à partir de ce que d'autres Africains ont fait pour lui. Pas nécessairement que les membres de sa famille. Et ils l'ont fait au nom, en réalité, d'une valeur de civilisation africaine qui est très importante, la valeur de solidarité. Les Russes l'ont. Ils ont survécu grâce à cette valeur de solidarité. Leur peuple est capable de faire un dans les périodes d'adversité et de tenir bon envers et contre tout dans les périodes d'adversité. La deuxième chose qui les intéresse, c'est que malgré que l'Afrique ait subi des agressions culturelles puissantes, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme, le despotisme africain, malgré cela, les Africains ont gardé d'une manière ou d'une autre une certaine saveur et même une forte nostalgie pour leur propre tradition. Les Russes sont intéressés par le fait que nous, Africains, quand nous sommes chrétiens, nous sommes Africains chrétiens. Quand nous sommes musulmans, nous sommes Africains musulmans. Quand nous sommes juifs, nous sommes Africains juifs. Bref, en fait, nous demeurons, malgré tout, de tradition africaine. Malgré, eh bien, les religions dites importées que beaucoup d'entre nous avons adoptées, malgré les spiritualités d'importation dans lesquelles les Africains se sont engagés, les Africains demeurent profondément africains. Alors, en quoi les Africains demeurent-ils profondément africains? Parce qu'ils cultivent toujours une compréhension immanentiste. Je vais expliquer cela. Une compréhension profondément animiste de la vie. L'Africain est convaincu que sa vie n'est qu'une infime parcelle d'une plus grande vie universelle, qui est celle du Tout-Puissant. L'Africain est donc, par définition, par tradition, un être reconnaissant envers la transcendance. Un être qui sait qu'il ne s'est pas créé. Je ne dirais pas que l'Africain est profondément religieux. Je dirais que l'Africain est profondément spirituel. Au sens où l'Africain ressent en permanence la nécessité de reconnaître cet être infiniment plus grand que lui, que la théologie occidentale appelle Dieu, que la théologie moyenne-orientale appelle Yahvé ou Allah. L'Africain, lui, il sent vibrer cet être dans le moindre recoin de l'espace. Il y a cette intuition forte de la présence du divin en toute chose, qui est au fondement de la civilisation africaine. Et la civilisation russe est également traversée par cette intuition. J'ai été frappé de me rendre compte que l'église orthodoxe russe conserve des icônes qui renvoient dans l'histoire du christianisme, en particulier à l'histoire de l'église orthodoxe chrétienne d'Éthiopie. Entre les orthodoxes russes et les orthodoxes éthiopiens, il y a une alliance de mémoire extraordinaire. Et j'espère que vous savez qu'une bonne partie de l'histoire de la Bible s'est déroulée en Afrique. Dans l'archive du christianisme russe, la partie africaine noire de l'histoire chrétienne est prédominante. Elle est extrêmement présente. J'ai été visiter les icônes des grandes églises de Moscou et de Saint-Pétersbourg et j'étais frappé par le nombre d'anciens chrétiens africains qu'il y a dans la théologie historique des Russes. Donc il y a une espèce de fascination de la Russie pour l'Afrique, mais c'est une fascination spirituelle. Fascination pour un peuple qui, bien qu'il ait subi les affres de la traite négrière, de la colonisation, un peuple qui a conservé quelque chose de sa spiritualité originelle, le peuple africain. Et c'est pas un hasard si les pays africains qui ont le mieux conservé la tradition africaine sont ceux qui sont en liaison beaucoup plus rapide, en symbiose beaucoup plus rapide avec la Fédération de Russie. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina Faso et du Niger.
les terres sahéliennes ont su conserver d'une manière extraordinaire la saveur de notre grande civilisation négro-africaine. Ce n'est pas hasard si ce sont les Afriques les mieux enracinées, les Afriques les plus liées à leur passé profond, à leur passé immémorial. Ce sont ces Afriques-là qui sont en train de reconstruire le monde multipolaire avec la Fédération de Russie. Enfin, il y a un troisième point qui fait que la Fédération de Russie s'intéresse sérieusement à l'Afrique, c'est que nous avons en commun un passé anti-impérialiste. Un passé anti-impérialiste et anti-communiste. Anti-colonialiste. Pardon. Anti-colonialiste. Ce passé-là, c'est notamment à partir du XXe siècle, lorsque l'essentiel des puissances occidentales se jettent sur les Africains pour les réduire, eh bien, en situation de sujets coloniaux, la Fédération de Russie, et dans sa forme préalable, eh bien, l'Union des républiques socialistes soviétiques, va s'unir au mouvement de libération africain. Il y a de très belles histoires qui doivent être exhumées et racontées entre les armées soviétiques et les mouvements de libération africains. Il faudrait qu'on ouvre un chapitre dans le cours d'histoire des écoles primaires, des collèges, des lycées, des universités africaines sur l'alliance, eh bien, afro-soviétique dans la lutte pour la libération du continent africain. Il faut que les jeunes Africains apprennent cette histoire. L'histoire de la libération de l'Angola, de la libération de l'Afrique du Sud, l'histoire de la libération du Mozambique, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de la Guinée-Conakry, l'histoire de la libération de l'Algérie, l'histoire de la libération même du Mali, l'histoire de la libération, eh bien, même de l'Éthiopie. Ces histoires de libération ne peuvent pas s'écrire sans la mise en valeur de la fraternité d'armes, eh bien, soviéto-africaine. Et donc, les villes russes conservent mieux la mémoire de cette camaraderie de lutte. C'est toujours impressionnant d'être dans le métro de Moscou. Et c'est dans le métro de Moscou qu'on voit les fresques de la camaraderie de lutte entre les forces soviétiques et les mouvements de libération africains au Congo, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Algérie. Tout cela est représenté dans Moscou. C'est en circulant dans Moscou que vous retrouvez la formidable, classique et célèbre université Patrice Lumumba, qu'on appelle aussi Rudin. L'université de l'amitié entre la Russie et les autres peuples du monde. C'est une université qui a été dédiée, entre autres, à l'un des plus grands héros africains. Mais dans combien, eh bien, de grandes capitales occidentales vous trouverez une telle reconnaissance, eh bien, de la lutte anticolonialiste et une telle valorisation des icônes de la lutte anticolonialiste? Je n'en connais pas. Donc, l'oreille ouverte de la Russie sur l'Afrique n'est pas qu'une oreille intéressée. Qu'elle soit intéressée, c'est légitime. L'Afrique doit s'intéresser aussi à la Russie parce que la Russie l'aide à défendre ses intérêts. D'accord? Mais elle n'est pas simplement une oreille matérialiste, une oreille, on va dire, opportuniste, une oreille pragmatique. Non, c'est une oreille vraiment spirituelle. Les penseurs et les dirigeants de la Russie aujourd'hui sont convaincus qu'une bonne intelligence avec les penseurs et les dirigeants africains va contribuer à créer un monde qui ne sera plus sous l'hégémonie d'une quelconque puissance unipolaire. La construction du monde multipolaire passe par le partage des idées. J'étais très intéressé par l'intérêt pour mes idées. Autant que j'étais intéressé par les idées défendues par les universitaires venus du monde entier, j'étais frappé par l'intérêt que l'on portait à mes idées. À voir comment on peut les mobiliser dans la construction des futurs partenariats, eh bien, russo-africains, et même des futures institutions internationales. J'étais très étonné de l'ouverture des Russes à accueillir des réflexions de cette nature. D'où le second sujet, eh bien, de cette conversation, la surdité occidentale envers l'Afrique qui s'aggrave. Je prends notamment ici le cas américain. Alors que la Russie ouvre grande son oreille, pas seulement physique, mais également intellectuelle et même spirituelle, pour écouter l'Afrique, l'Occident, lui, il est en train de devenir sourd. Il n'écoute plus l'Afrique. Et l'illustration parfaite, on peut la donner sur plusieurs points. D'abord, il y a de moins en moins d'événements où les Occidentaux acceptent d'écouter une pensée africaine rebelle à leur propre concept. L'Occident
refuse d'écouter l'Afrique, d'abord en se fermant épistémologiquement à l'Afrique. C'est-à-dire que l'Occident refuse d'admettre la possibilité que les Africains puissent produire par eux-mêmes du sens. Et voilà pourquoi chaque fois que les Africains ont produit ces dernières années des idées qui ne plaisaient pas à Macron, à Starmer, à Merz, à Trump, ou même avant lui à Biden, ils se sont empressés de dire que ce sont les Russes qui avaient inculqué ces idées-là aux Africains. Vous vous souvenez de cet argument? Chaque fois que les Africains, ces dernières années, ont fait objection au modèle de civilisation que l'Occident veut imposer au monde, ils se sont fait rabrouer par les dirigeants et même par des intellectuels occidentaux au motif que cette pensée ne serait pas une pensée des Africains eux-mêmes, mais simplement une pensée chuchotée par les Russes ou par les Chinois. Or, cet argument, cet argutie qui consiste à dire que les Africains ne disent des choses intelligentes que quand les Russes les leur ont soufflé à l'oreille, n'est rien d'autre que la reproduction du vieux préjugé raciste, selon lequel le nègre n'est pas suffisamment humain, selon lequel l'Africain ne pense pas assez pour qu'on puisse penser qu'il pense par lui-même. Parce que si, chaque fois qu'on a objecté contre la présence militaire occidentale en Afrique, c'est de la faute à la Russie, les Africains, eux, ils aimeraient rester des colonies militaires occidentales, chaque fois qu'on a objecté contre la monnaie néocolonialiste du franc CFA, c'est de la faute à la Russie. Les Africains, eux, ils aimeraient rester sous servitude monétaire. Chaque fois qu'on a contesté l'ingérence française dans la désignation des dirigeants africains, c'est la faute aux Russes, c'est la faute aux Chinois. C'est-à-dire que les Africains, eux, ils aimeraient vraiment que leur politique soit toujours dirigée par Paris, par Bruxelles. Hein? À la limite, tout ce qu'ils peuvent tolérer, c'est que ce soit désormais Moscou qui dirige leur politique. Les Africains n'ont jamais voulu se diriger eux-mêmes. Chaque fois qu'on a voulu remettre en cause l'impérialisme de la francophonie et appeler à respecter l'africanophonie et la polyphonie linguistique africaine, eh bien là encore, c'est de la faute aux Russes. Vous voyez, cette manière de nier que l'Afrique soit capable de commencer par elle-même, de produire par elle-même une pensée libératrice, c'est l'une des conséquences du vieux racisme occidental, du vieux colonialisme et des préjugés qu'il charrie. Mais la surdité de l'Occident, elle n'est pas simplement intellectuelle. Elle n'est pas simplement dans le fait que l'Occident est devenu spécialiste dans l'art de sélectionner les élites africaines qui lui renvoient sa propre image, bref, qui répètent sa dictée. Les événements qui se déroulent dans les pays occidentaux et qui sont dirigés vers l'Afrique sont entièrement préécrits, en réalité par l'Occident. Pour le coup, que l'on regarde la Grand-Messe de Montpellier ou qu'on regarde les multiples sommets Afrique-France, les conclusions de ces sommets n'ont jamais été écrites pendant ces sommets. Elles n'ont jamais été produites par les débats qui ont eu lieu dans ces sommets. Ces sommets sont toujours des lieux pour entériner la volonté de la pensée dominante, française en particulier, et occidentale en général. Bon. Mais moi, ce que j'ai vu aux États-Unis, et notamment à travers la politique du président Trump, c'est quelque chose de pire. C'est qu'avec Trump, on ne se contente pas de penser que les Africains sont des pays de merde. Il l'a dit, shithole countries. Avec Trump, on ne se contente pas de penser que les Africains seraient en train de reproduire la dictée de Moscou. Ça, c'est quelque chose qui n'est certes pas très répandu du côté de l'oncle Sam, mais on le pense. On ne pense pas que les Africains soient tout à fait un centre de pensée. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'avec Trump, il y a l'idée qu'on peut faire n'importe quoi à l'Afrique sans conséquence. Et l'Afrique, pour Donald Trump, pour l'actuelle administration américaine, n'existe pas comme sujet historique. Donc Donald Trump, assis à la Maison-Blanche, peut décréter que les chrétiens sont menacés en Afrique et que c'est sa responsabilité à lui d'aller défendre les chrétiens en Afrique. Et il peut décréter que cet argument, ou du moins ce prétexte, est suffisant pour bombarder un pays africain. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'administration de Trump, l'Afrique n'est pas un sujet historique. L'Afrique n'existe pas pour et par elle-même. L'Afrique est un objet historique. On peut se comporter en Afrique exactement comme on se comporte dans un pays sans population, dans une terre déserte. On peut se comporter en Afrique comme on pourrait se comporter sur la Lune ou sur Mars, où il n'y a pas de population vivante. Parce que la politique de Trump envers l'Afrique est caractérisée par l'absence de prise en compte de ce que pensent les Africains.
y compris même des pensées reproduites occidentales que les Africains reprennent. Même cela, Trump ne veut pas le savoir. Et Trump considère qu'il n'y a rien à savoir des Africains. Et que, en tant que chef de l'État américain, dirigeant d'une toute-puissance, il peut se contenter d'agir de façon unilatérale et espérer avoir les résultats que son action escompte. Et c'est comme ça que j'analyse la dernière séquence. Donald Trump est intéressé, comme tous les présidents américains, par tous les pays du monde qui détiennent de formidables réserves de matières premières stratégiques. Il est intéressé par le Nigeria parce que le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole et probablement de gaz. Et donc les réserves faramineuses du Nigeria intéressent Donald Trump parce qu'il veut en effet s'en emparer, les commercialiser, récupérer sa ristourne et verser le reste dans les caisses du trésor public américain. Donc Trump décide d'appliquer au Nigeria un schéma comparable à celui qu'il a pris tranquillement au Venezuela. Au Venezuela, il décrète que le gouvernement est un soutien des narcotrafiquants et s'engage à attaquer le Venezuela sous ce prétexte. Au Nigeria, il a décrété que le gouvernement ne protège pas les chrétiens et s'engage à attaquer le Nigeria sous ce prétexte. Au Venezuela comme au Nigeria, Trump lâche ses bombes. Sans consulter qui que ce soit, ni le Conseil de sécurité des Nations Unies, ni l'Union africaine ou même l'Organisation des États sud-américains, Trump ne consulte même pas les gouvernements des pays dont il bombarde le territoire et les côtes. Vous avez bien suivi que le dernier bombardement du nord du Nigeria par l'armée américaine a été fait sans préparation suffisante, ni véritable préparation avec le gouvernement du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Tougar, a osé avouer qu'ils ont eu une conversation de 19 minutes avant le bombardement. 19 minutes. On peut se poser la question de savoir quelle est la place de l'Africain dans l'esprit de Donald Trump quand on voit comment il a aligné comme de petits élèves les chefs d'État africains derrière lui quand il les a reçus au bureau ovale. Il les a alignés comme de petits élèves derrière leur maître d'école. On peut se demander, est-ce que Trump se dit que les Africains réfléchissent? Est-ce que Trump sait que les Africains pensent? Est-ce que Trump sait que les Africains comprennent, analysent le monde? Est-ce que Trump sait que les Africains étaient au monde avant lui, ses ancêtres? Est-ce que Trump sait que l'Afrique est la première civilisation humaine? Moi, ça me pose un vrai problème. Quel est son niveau de culture générale? Lui, il est sourd à l'Afrique. L'Afrique, en tant que communauté humaine, n'existe pas. L'Afrique, en tant que communauté politique dans la tête de Trump, n'existe pas. L'Afrique, en tant que communauté géopolitique et géostratégique, existe encore moins. Il croit qu'il peut bombarder à volonté où il veut. Autant il considère le Vénézuélien, le Mexicain, le Latino-Américain comme un sous-homme. Il n'y a qu'à voir la politique d'immigration barbare qu'il entretient contre les populations issues d'Amérique latine aux États-Unis. Autant il considère l'Africain, mais comme un non-homme. Il a dit que l'Afrique, c'était des pays de merde. Mais qu'est-ce qui peut donc amener quelqu'un à bombarder un pays de merde? Est-ce que les bombes peuvent transformer la merde en or? Donc, moi j'ai été frappé par le fait qu'il y a, dans l'élite politique américaine aujourd'hui, il y a même absence de prise en compte de l'existence de l'Afrique comme entité morale, comme entité spirituelle, comme entité intellectuelle. D'où l'obligation pour nous d'imposer à M. Trump l'existence de l'Afrique morale, de l'Afrique spirituelle. L'obligation pour nous d'imposer à M. Trump l'existence de l'Afrique intellectuelle. Nous devons prendre la parole partout pour dire à Trump que nous sommes là. Autant nous avons imposé à Macron de se rendre compte que ce n'est plus lui et les médias français qui ont le contrôle du mental des Africains, autant nous devons administrer cette leçon à Trump. Il faut que Trump se rende compte que l'Afrique pense par elle-même, en elle-même, qu'elle pense sans l'Occident, sans l'Orient, qu'elle pense sans l'Amérique, et que l'Afrique est déterminée à se défendre. Il nous faut trouver un moyen d'amener Donald Trump et l'élite politique américaine à prendre conscience de l'endogénéité d'une pensée africaine.
Cela ne passera pas simplement par des conférences comme celle-ci, pour dénoncer cette surdité et ce mépris, et affirmer la présence de la tradition et de la civilisation africaine longtemps avant l'apparition des États-Unis d'Amérique. Cela passera par un lobbying, je l'ai déjà dit, très fort, auprès des Africains américains et des Africains résidant aux États-Unis, pour faire prendre conscience à Trump qu'il a affaire à la plus ancienne et sans doute la plus profonde civilisation humaine, la civilisation négro-africaine. Et surtout lui faire comprendre que les motifs qu'on trouvait qu'il avance pour bombarder les pays des gens, ces motifs-là ne convainquent personne. Et il faut tout faire pour qu'en Amérique, personne ne soit convaincu que Trump a prétendument bombardé le Nigeria pour protéger les chrétiens. Il faut mener une campagne forte pour que les Américaines et les Américains sachent que leur président est venu bombarder le pays des gens simplement pour pouvoir voler le pétrole de ce pays. Depuis que Dangote a mis en place une raffinerie qui enlève le marché de la raffinerie du pétrole brut du Nigeria aux grandes multinationales américaines, britanniques, françaises et occidentales, Donald Trump a monté ce stratagème éhonté pour décapiter le Nigeria et remettre entièrement le grappin sur les réserves pétrolières de ce pays. Nous devons l'expliquer calmement, courageusement, devant toutes les instances aux États-Unis. J'appelle les Africains américains, les Afro-américains, à entrer de toute urgence à la Chambre des représentants et au Sénat dans les débats pour expliquer que nous savons que ce n'est pas par humanitarisme, par bienveillance pour les chrétiens que Trump bombarde le Nigeria. Il le fait parce qu'il est intéressé par la mainmise sur le pétrole et le gaz nigérian. Ça, nous le savons. Mais il y a un autre aspect dans cette affaire. Trump ne fait pas simplement cela parce qu'il veut mettre la main sur les richesses du Nigeria, mais il veut contrôler toutes les richesses du golfe de Guinée. Trump ne fait pas seulement cela parce qu'il prend acte du fait que l'adjoint de l'impérialisme américain au Sahel, à savoir le néocolonialisme français, a perdu la face et n'est plus capable de mener les activités agressives en première ligne. Donald Trump et les États-Unis d'Amérique montent en première ligne parce que la France ne peut plus tenir par la terreur et la violence les États africains anciennement colonies ou territoires sous tutelle. Donc on assiste ici à une course de relais entre les puissances impérialistes occidentales pour la recolonisation au forceps de l'Afrique. La France n'étant plus capable de jouer son rôle de gendarme du continent africain, n'étant plus capable de garder le continent africain sous sa chasse gardée, puisqu'elle est en déclin multisectoriel, eh bien la France se retire et laisse le grand maître de l'impérialisme occidental, les États-Unis, passer devant et ouvertement essayer de rétablir l'ordre à coups de bombes. Les bombes américaines jetées contre le Nigeria ne visaient pas les terroristes. Il faut qu'on l'explique partout aux États-Unis, il faut qu'on l'explique partout aux Africaines et aux Africains, aux Européens, aux Asiatiques. Ces bombes ont pour but d'intimider non pas simplement les populations nigérianes, mais le gouvernement nigérian, tous les gouvernements ouest-africains, et elles ont surtout pour but d'intimider les gouvernements panafricanistes révolutionnaires de l'Alliance des États du Sahel. Et je vais vous donner des indices en ce sens. Le premier indice, c'est que Trump a choisi de bombarder pratiquement à la frontière entre le Nigeria et le Niger. Et l'une des justifications qu'il a données à ce bombardement, c'est que les soi-disant terroristes qu'il aurait bombardés venaient du Sahel, c'est-à-dire du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Cette explication ayant pour but de nous faire comprendre qu'à tout moment, M. Trump pourrait se permettre de bombarder en territoire nigérien, en territoire malien ou en territoire burkinabé, sous prétexte de pourchasser des terroristes.